Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hey folks, it's me, Mark Maron, host of the podcast WTF. I'm the guy who talks to people in his garage. And now, thanks to Acast, we've unlocked more than 800 episodes of the show so everyone can listen to them for free. But if you want to access the full WTF archives, you can sign up for WTF Plus to get every episode without ad breaks and exclusive weekly bonus content. We're doing bonus interviews, listener Q&As, and even playing my stand-up. To get started, find WTF with Mark Maron wherever you listen to podcasts and click the Acast Plus link at the bottom of the show description. Sign up and start listening. All right? Do it. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. T'as une petite voix quand même. Voilà, c'est ça, j'ai une petite voix, clairement. Oui, approche-toi du micro, Tilassine, qu'on t'entende bien, car on va passer 20 minutes ensemble pour entamer la 2e saison de Aller-Retour, le podcast de AR Magazine. Moi, c'est Sandrine Mercier, rédactrice en chef de AR, le magazine du nouveau voyageur. Et j'ai eu envie de rencontrer Tilassine, car sur les routes, il compose et enregistre sa musique, une électro mélancolique et élégante. Dans son genre, c'est un explorateur. Il nourrit son inspiration dans les voyages et fait entrer le monde dans ses disques. Rien que les noms sont des invitations à l'évasion. Trans-Siberian, Rhodes. Et dans le dernier album, Nine Pieces, il a eu un coup de foudre pour la Turquie. Mais en ce moment, il enchaîne les capitales européennes pour des concerts. Ouais, j'ai fait Amsterdam, Copenhague, Londres et Dublin, donc 4 jours d'affilée comme ça. On a eu un Amsterdam super ensoleillé, c'était magnifique. Copenhague, c'est une ville que j'aime beaucoup aussi, donc juste le temps de faire un petit déjeuner en extérieur et c'est tout, c'est à peu près tout ce que j'ai vu de Copenhague. Londres, j'ai dû voir vraiment 500 mètres pour trouver à manger l'après-midi, mais c'est tout. Et Dublin, par contre, c'était plutôt cool parce qu'on est reparti qu'à 17h le lendemain, donc on a eu le temps de vraiment se balader autour, et puis j'étais jamais allé à Dublin, donc c'était l'occasion. Donc voilà, j'ai pu faire un peu aller vers les docks et tout, voir j'étais très surpris de voir des enfants en combinaison sauter dans l'eau en plein mois d'avril, c'était assez sympa. Avril ou mai? On est en mai, non? On est en mai, en plein mois de mai. On voit des espèces de des petites brèves comme ça de ville, quoi. Ça fait des instantanés un peu de ville, on va dire. J'ai donc réussi à attraper Tilassine à Paris au mois de mai dernier. Tu peux retrouver son entretien dans le numéro de l'été, actuellement en vente avec la couve sur la Jordanie et la cité de Petra. Dans cet épisode, il sera question de train de nuit, de caravane Airstream, d'OVNI et de Balama. Rencontre avec un animal vagabond au drôle de nom, Tilassine. Mais dans la vraie vie, il s'appelle William Rosé et vient d'Angers. Pourquoi Tilassine ? Et moi, ça me fait penser plutôt à une molécule chimique. Eh ben non, alors le thylacine, quand on tape ça dans une barre de recherche, le thylacine c'est un animal disparu aujourd'hui. C'est un marsupial qui vivait en Tasmanie beaucoup et un peu en Australie. Et moi j'ai fait des études de biologie, écologie avant de partir aux Beaux-Arts, ce qui est un peu un cursus bizarre, mais voilà, c'est ce que j'ai fait. Et voilà, j'ai beaucoup aimé cet animal qui est une forme, une tête assez particulière, et puis j'aimais bien l'idée de donner une deuxième vie à un mot qui est voué à disparaître, parce que l'animal n'existe plus depuis le début du XXe siècle. Donc son nom est voué à disparaître aussi. Et je me suis dit, bon, je vais pas sauver l'animal, clairement, mais je vais au moins lui donner une vie un peu plus longue au mot, qui était un mot que je trouvais assez particulier, qui nous évoque rien de très connu. Donc voilà, plutôt que de créer un truc de toute pièce qui veut rien dire, j'ai préféré aller chercher un peu dans un petit
pan oublié de l'histoire. Pour revenir sur la musique, est-ce que tu as vraiment besoin toujours de voyager pour créer ta musique ? Est-ce que j'ai ce besoin ? En général, oui. J'ai pas ce besoin à 100%, c'est-à-dire que je peux aussi faire, et j'ai fait des morceaux chez moi, voilà, c'est qu'en général, pour faire tout un album, pour avoir des choses à raconter ou autre, c'est plus efficace pour moi. C'est-à-dire que ça marche mieux d'être dans des endroits différents, d'être dans un contexte différent, de rencontrer d'autres gens, d'autres cultures, et d'être inspiré comme ça, et j'ai l'impression de moins tourner en rond, donc... Après, c'est aussi ce que moi j'ai envie de raconter, de créer avec la musique. Je suis pas quelqu'un qui va sortir des tubes ou faire des choses pour les clubs ou d'avoir ce truc-là. J'aime bien avoir un peu de curiosité, d'aller chercher, de faire des mélanges de genres, de tester des choses comme ça. Et sur les voyages, ça marche bien. Ça fonctionne mieux en voyage, quoi. Alors tout a commencé, on va dire, avec le premier album... Tu nous emmènes dans le train avec Transsibérien. Ça a été composé dans une traversée de la Russie. Quel a été le processus de création ? Le processus de création de Transsibérien, c'était... en fait, l'idée de base, c'était que moi, je voyage beaucoup en train et je fais beaucoup de tournées en train, en France et en Europe. Et je trouvais que j'étais assez plutôt créatif dans le train plutôt qu'en studio chez moi. Et du coup, je suis allé chercher un peu le train le plus long du monde et avec une histoire. Le Transsibérien, il y a tout un passif, une histoire sur la prose du Transsibérien par exemple, ou en tout cas sur son côté inspirationnel. Et donc voilà, je suis parti dans ce train-là. L'idée c'était, je faisais quelques jours dans le train et puis quelques jours dans une petite ville, petit village pour aller rencontrer des gens, enregistrer des choses, et puis encore quelques jours dans le train où là je récupérais cette matière et je travaillais nuit et jour avec le paysage qui défile, quoi. Et c'était ça pendant quelques temps, de faire ces allers-retours. Et c'est vrai que le train, on se laisse bercer. En plus, c'est un train qui va lentement, il est à 90 km/h maximum, donc on a le temps d'être immergé par son environnement, quoi. Et aujourd'hui, quelles sont les images que tu en gardes ? Les images que j'en garde, il y en a plein, hein, c'est plein de petits flashs un peu partout. Ce qui est fou d'un point de vue de paysage, c'est l'immensité, quoi. C'est que c'est le pays le plus grand du monde. À un moment donné, on se perd, on passe des jours et des jours à voir juste de la taïga, des forêts sans fin, avec pas d'habitation, rien, personne. Et on a vraiment l'impression d'être au bout du monde, puis d'un coup, il y a juste une petite cabane en bois, et c'est tout. Et en fait, ce rapport-là au grand, au vide et tout est assez impressionnant. Et puis après, c'est surtout moi les rencontres que j'ai faites qui m'ont marqué. Donc ça va être des rencontres avec des vieilles dames, une sorte de chorale dans un petit village qui s'appelle Belobezvonia, qui a donné le nom à un morceau, et au milieu de la taïga. Ou avec ce chaman au bord du lac Baïkal, ou des polyphonies vers Irkoutsk. C'est plutôt les rencontres qui m'ont vraiment marqué, et la vie à bord du train, qui est une vie assez improbable, parce que c'est pas un train... les gens ont en général en tête l'Orient Express, qui est un train luxueux. Là, le Transsibérien n'est pas du tout un train luxueux, hein. On est sur un truc qui ressemble plus à un dortoir de militaire qu'à un train de luxe. Donc il y a une vie très particulière. Toujours le train, dans le dernier album, 9 pièces ou 9 pieces, comment tu dis ? Moi, en général, je dis 9 pieces parce que c'est le jeu de mots est un peu plus fort entre les pièces du puzzle, et on dit plus pieces, une pièce de musique, a piece of music en anglais, le lien se fait un peu mieux, mais en français ça marche aussi. On prend encore le train de nuit ce coup-ci entre Paris et Nice, et là t'as mis des bruits du train de nuit. Ouais, là c'était chouette, c'était parce que en plus il y avait, en gros c'était le lancement, et le gouvernement voulait réouvrir des trains de nuit, donc
moi je suis un gros fan des trains de nuit, donc je me suis dit bon, je peux participer à ça, et j'étais content qu'ils viennent me voir et de me dire bon voilà, qu'est-ce que tu as envie de faire. Moi je vais partir, je vais faire un aller-retour, je vais juste travailler dans ce train de nuit, et puis j'étais content de pouvoir refaire ça en France aussi, quoi, en fait, donc ça me plaît d'aussi pousser des élans comme ça qui pour moi vont dans le bon sens, et surtout que pour le coup on est sur un confort qui est quand même pas loin du transsibérien, c'est-à-dire que c'est quand même très rustique aussi, hein. Ils ont rouvert les lignes mais c'est un peu rester dans son jus de l'époque. Voilà, je fais pas que de la pub, mais donc ça a son charme aussi, quoi. Et c'est quoi le charme d'un train de nuit ? Le charme d'un train de nuit, ça va être le roulement, ça va être le lever de soleil. Le lever de soleil, c'est incroyable, hein. Le lever de soleil dans un train, c'est fabuleux, quoi. On a vraiment le soleil qui traverse les fenêtres de droite à gauche, dans le couloir. Et puis d'être au milieu d'un train dans la nuit, de voir des paysages, puis des fois on voit rien, c'est tout noir, puis on voit des petites choses qui se font. Je me rappelle même dans le transsibérien, des fois on s'arrête dans des petites gares pour 5 minutes, et je me rappelle que j'étais moitié endormi, et je regardais par la fenêtre et je voyais des gens qui trafiquaient des trucs, et j'avais l'impression qu'ils avaient des sortes de colliers de perles, de trucs comme ça. On voit des espèces de bribes comme ça improbables au milieu de la nuit, et le lendemain je savais pas si j'avais rêvé ou si ça s'était vraiment arrivé, c'était tellement improbable. Mais enfin voilà, il y a des choses qu'on voit nulle part que dans un train de nuit, quoi. Alors pour Rhodes, je vais le dire en anglais, je sais pas, pour Rhodes Vol 1, comment tu dis ? Ou volume 1, c'est juste volume 1 ou volume 1, en gros c'était juste le fait que ça serait la première étape, c'était ça. Il y a eu une deuxième aux îles Féroé, et j'espère en faire une troisième bientôt, quoi. Donc là tu fabriques un studio mobile, carrément un Airstream, c'est un peu cliché, non ? C'est cliché de la forme, ouais, c'est un cliché. Moi je voulais utiliser cette image qui est incroyable des espèces de fusées sur roue là, brillantes. Et puis en fait après le transsibérien, j'ai adoré cette expérience de composer en voyageant, mais l'avantage en fait du Airstream, au-delà du style, de l'esthétique que ça a, c'est que c'est des caravanes faites en dur, en acier, en bois, et dans lesquelles on peut enlever tout à l'intérieur et tout refaire. Alors qu'aujourd'hui on fait des caravanes en plastique qui résistent très peu au temps, et moi je peux pas faire un studio dans une caravane en plastique. Donc là il y a toute une structure en acier qui est... Alors du coup elles sont très lourdes, mais en même temps très pratiques à travailler, quoi. Il y a un plancher, c'est bien solide, et du coup j'ai pu transformer ça, tout virer, tout refaire entièrement avec un ami acousticien, en mettant des panneaux solaires sur le toit pour alimenter tout le studio et tout. C'était vraiment une entreprise un peu folle, un peu comme un rêve d'enfant de construire sa cabane, vaisseau spatial qu'on emmène un peu partout, et où je pourrais... mon but c'était de pouvoir faire de la musique relativement électronique, hein, au milieu de nulle part, donc avoir mon autonomie d'électricité et tout ça, quoi. Il y a des images là qui te viennent tout de suite ? Moi l'image qui m'a le plus marqué là-dedans, c'était c'est le désert, en fait, de pouvoir être avec la caravane. En plus c'est un désert d'altitude, j'étais vers le désert d'Atacama au Chili, donc entre l'Argentine et le Chili, et donc j'étais à plus de 4000 mètres d'altitude, et là d'être seul avec la caravane, avec un petit mal d'altitude quand même, parce que c'est bien haut, mais d'être perdu, et il y a eu notamment des moments où quand j'ai passé la frontière du Chili, au bout d'un moment je pouvais plus avancer, quoi. Je me suis vraiment totalement enlisé, il n'y a plus assez d'oxygène en altitude pour faire tourner le moteur et tracter la caravane, qui est en plus très lourde, et j'avais pas un moteur surpuissant, donc j'étais bloqué. Je suis resté la nuit là, et j'ai des militaires qui sont venus, qui disent mais qu'est-ce que vous faites là, on a fermé toute la région, il y a un énorme orage qui arrive, vous pouvez absolument pas rester là, bon maintenant c'est trop tard, plantez tout la caravane dans le sol pour que si un éclair qui vous tombe dessus, vous y passiez pas. Et donc l'orage est arrivé, mais n'est pas passé dessus, et est arrivé en face, et donc là d'être tout seul au milieu de nulle part avec l'orage au milieu du désert, c'était assez incroyable, un peu flippant aussi, hein, mais c'est des moments un peu extrêmes qui sont très inspirants, quoi. I walk to the top of it all on my own. I talk to the clouds in the sky, and I'm home. I watch as they shrouded the light on all thrones. I'm high off the climb from the trials that I've known. My lows, as high as I am, I'm still under, I know.
With the mind of a man, I still hunger was a beast who could kill with his hands. I still wonder how he lost his feet in a land of steel. Wonder how he lost his teeth and then talked to fear thunder. Ouais, donc des sueurs froides. Et qu'est-ce que ça a donné alors dans l'album ? Et ben lui, ça a donné un morceau qui s'appelle 4500 mètres que j'ai composé ce soir-là, qui est un morceau un peu épique comme ça. Et puis quand j'ai composé cet instrumental, je me suis dit, bon, il faut quand même que je raconte cette histoire. Et du coup, j'ai parlé de cette histoire à un ami rappeur qui s'appelle Jay Medeiros, et il a écrit en fait sur l'histoire que je lui avais raconter en étant un peu seul face aux éléments, tout ça. Mais voilà, ça reste bien ancré dans la tête, ce genre de moment. Il y a eu des rencontres marquantes aussi. Ouais, en Argentine, je suis resté... en fait, c'est dans un petit village qui s'appelle Santa Barbara, qui n'est pas celui qu'on connaît, mais un petit village où il y a 20 habitants. Hein, c'est vraiment... je sais pas si on appelle ça un village, en fait. J'ai passé un mois avec eux, en fait, quasiment, à vivre avec eux, c'est-à-dire qu'on allait pêcher ensemble, on pêchait à la main des sortes de poissons-chats dans la rivière, on a fait des ascensions de montagne pour aller récupérer des chèvres ou aller voir les condors qui volaient et tout. Et voilà, donc on cuisinait ensemble, on se faisait beaucoup de bouffe ensemble, et il y avait une vie comme ça qui était hyper sympa. Ils avaient des espèces de fours à pain bricolés, et du coup moi j'ai vécu à leur rythme un peu pendant plusieurs semaines comme ça. C'était super intéressant. Tu leur as offert une musique après ? Je leur ai offert... il y a un morceau qui s'appelle Santa Barbara, évidemment. Bon, on va changer d'atmosphère après avec Rhodes Volume 2, alors les Féroé. Qu'est-ce qui t'a atterri là-bas ? Eh ben, pourquoi je suis allé aux îles Féroé ? Alors déjà, il faut dire que sur le Rhodes Volume 1, j'en ai bien galéré avec les douanes, hein, avec la caravane, pour emmener la caravane là-bas. Je suis resté bloqué plusieurs semaines à Buenos Aires avec les douanes qui voulaient plus me libérer. Donc j'ai voulu, je me suis dit, finalement, l'espace Schengen, c'est quand même vachement sympa. Et donc, puis en fait, j'étais tombé sur un petit label qui s'appelle Tuttle Records, qui est un label des îles Féroé. Et je trouvais ça chouette, enfin j'avais jamais entendu parler des îles Féroé honnêtement, et je trouvais ça fou qu'il y ait un label parce que vraiment c'est des cailloux jetés au milieu de la mer, il n'y a rien aux îles Féroé, c'est plein de petites îles, je sais plus combien il y a d'habitants, mais c'est ridicule quoi, et c'est vraiment une vie aussi très reculée, très particulière. C'est des îles où il y a pas d'arbres du tout, parce que les îles se font balayer par les vents, parce que c'est vraiment juste des îles au milieu de nulle part. Et qu'est-ce que ça t'a inspiré alors tout ça ? Eh ben, ça m'a inspiré. Alors, une expérience qui était vraiment sympa, c'est que, en gros, il me parlait tout le temps d'espèces de grottes maritimes qui sont apparemment les plus grandes grottes maritimes du monde. Bon, je pense que il y a 10 pays qui doivent dire ça. Mais et en fait, j'ai pu y aller. En fait, j'y suis allé avec mon saxophone un peu par hasard, mais avec un bateau. On était juste dans un Zodiac avec des micros et tout. Et en fait, par contre, à l'intérieur, ça fait une réverbération et des résonances complètement folles avec les vagues qui claquent, et on se laisse bercer, et donc du coup ça une réverbe complètement folle, et du coup j'ai juste enregistré je pense 3 quarts d'heure de saxo en improvisation comme ça, et puis après j'ai réutilisé ces bouts de saxophone enregistrés là-bas pour en faire un morceau qui s'appelle Alda, qui est la vague en féroïen. Et puis voilà, plein de choses. Je me suis pris une énorme tempête sur la gueule avec la caravane, qui a été très violente et compliquée, où j'ai dû abandonner la caravane. Donc ça a donné naissance à un morceau aussi. Voilà, c'était un rapport assez plus un peu dur à être seul au milieu de nulle part, mais c'était très intéressant. Ouais. Et alors le Rhodes Volume 3, il sera où ? Eh ben, je vais pas le dire parce que des fois je change d'avis, donc je préfère pas donner des fausses informations. L'Australie peut-être, parce que Tilassine, quand même. Ouais, alors d'un point de vue caravane, c'est pas la porte à côté, quoi. Dans ce dernier album, Nine Pieces, alors on arrive en ville aussi. Parce que jusqu'à présent, on parlait que de grands espaces, mais là, on est dans une ville, à Istanbul en partie. Ouais, dans Nine Pieces, oui, il y a Bosphorus qui est vraiment lié à Istanbul, où j'ai eu la chance de donner pas mal de concerts.
Donc c'est vraiment une ode à cette ambiance au bord du Bosphore avec les pêcheurs et une vie comme ça assez folle et trépidante qui m'a beaucoup marqué. Il y a Anatolia qui est un plus morceau qui est lui plus sur la région d'Anatolie entre Ankara et la Cappadoce et tout ça, donc le gros mix entre culture très traditionnelle et en même temps à Ankara une culture très moderne, voire même très club, un peu techno, un peu à la berlinoise. Ouais, justement en fait Nine Pieces c'est un peu un album de morceaux, de one-shot que j'ai fait un peu partout. Il y a Polar que j'ai fait au nord de la Norvège sur un bateau l'hiver il y a un an et demi vers les îles Lofoten et tout ça, où j'ai pu enregistrer des baleines et des orques et tout sous l'eau. Donc c'est plein de voyages où je peux pas en faire tout un album, où j'y vais juste pendant une semaine, 2 semaines, mais voilà plein de petits morceaux que j'ai voulu un peu regrouper ensemble sur un album, quoi. Parce que tu as un don aussi pour apprendre les instruments, parce que là j'ai vu que justement dans Bosphore ou quoi, ben là tu joues du baglama. Ouais, le balama, c'est une sorte de lutte. Ouais, le G en Turquie est un peu, un peu. Sinon, c'est de la famille des saz, c'est souvent plus simple à dire. C'est un instrument que j'ai adoré et que j'ai appris un peu par hasard parce que j'ai vécu avec une Turque pendant quelques années. Son père était prof de musique et du coup, il m'a donné quelques cours comme ça qui m'a lancé sur cet instrument. J'ai pas la prétention d'en jouer très bien, mais par contre j'aime bien pouvoir en jouer, puis les Turcs sont très contents que je puisse exporter un peu cet instrument et parler de cette culture-là. Donc j'aime beaucoup ça, effectivement. Moi je suis arrivé à la musique électronique par facilité de composition, enfin par facilité quand je veux dire, c'était vu que je suis ni chanteur, ni guitariste, ni pianiste, et que j'ai pas un orchestre sous la main tous les jours, la musique électronique me permettait de faire de composer un morceau tout seul dans ma chambre avec très peu de moyens, avec juste un ordinateur et un petit clavier MIDI à 50 €. Donc là, tu nous emmènes dans des ailleurs géographiques avec tous tes albums, mais il y a eu aussi un ailleurs temporel, un voyage dans le temps avec OVNI, la musique effectivement de cette série OVNI. Oui, pour moi, ça a été un tout petit voyage géographique aussi, parce qu'en fait, je suis allé enregistrer. Donc OVNI, c'est une série qui se passe dans la fin des années 70, et quand le réalisateur Anthony Cardi est venu me voir pour ce projet, on avait déjà travaillé ensemble, ça s'était très bien passé, c'est pour ça qu'il est revenu me voir, mais je me dis bah là t'es gentil, mais une comédie qui se passe dans la fin des années 70, je suis pas sûr que je sois la meilleure personne pour faire ça, quoi. J'étais pas né, c'est pas trop mon style de musique, mais en fait j'ai repensé directement à un lieu à Fribourg qui s'appelle le SMEM, qui est le Swiss Museum of Electronic Music, et qui est en fait une sorte d'énorme hangar où des gars ont récupéré une collection énorme d'un millionnaire qui avait accumulé des tonnes et des tonnes de synthés de toutes les époques et de boîtes à rythme et tout ça. Et en gros, ce que j'ai proposé au réalisateur avec Canal+, c'est que je leur ai dit moi en fait ce qui m'intéresserait, c'est de faire ma musique mais avec le matériel de l'époque, comme si Tilassine avait existé en 78, quoi. J'ai juste par contre, chercher quel matériel était sur le marché à l'époque, et je me suis limité comme ça à des synthés, des boîtes à rythme qui étaient en vente à cette époque-là, et je me suis régalé avec cette matière-là, quoi. Tu as ramené des objets de tous tes différents voyages. Il y en a quelques-uns qui t'accompagnent ou Des instruments, que des instruments de musique. J'ai un gong du Vietnam, j'ai des choses comme ça qui me permettent de faire de la musique, ouais. Et pour terminer, le voyage le plus inattendu, ce serait quoi pour toi ? Dans mon expérience, le voyage le plus inattendu que j'ai fait, ça a été le château de Versailles. Le château de Versailles m'a contacté parce qu'ils aimaient bien mon travail, et j'ai composé un morceau dans le château pendant qu'il était fermé hors des horaires d'ouverture, et c'était incroyable. C'est-à-dire que j'ai enregistré l'orgue de la chapelle royale, des clavecins, des vieilles horloges, une vieille harpe aussi.
Et j'aurais jamais pensé aller au château de Versailles pour être inspiré, et ça a été une aventure incroyable. J'ai adoré ça, j'ai l'impression d'avoir fait un bond dans le temps. La joie immense de pouvoir être au milieu de la Galerie des Glaces à 2h du matin, alors qu'il n'y avait personne et qu'il faisait nuit et tout, et c'était une expérience folle, et c'est une expérience qui m'a fait me rendre compte que voilà, il n'y a pas forcément besoin d'aller extrêmement loin pour être bouleversé par un lieu. Pour retrouver l'entretien de Tilassine, il y a le numéro de l'été, le numéro 63 de AR Magazine, actuellement en vente, avec la couve sur la Jordanie et la cité de Petra. Sinon, retrouve-nous sur le site ar-mag.fr, Insta, Twitter, Facebook et dans les kiosques bien sûr. Et pour ne rien rater de la série Aller-Retour, abonne-toi sur Apple Podcast ou Castbox et laisse-nous un commentaire, une bonne note, ça fait toujours plaisir. Et retrouve-nous aussi sur Deezer. À bientôt pour de nouvelles aventures. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hey folks, it's me, Mark Maron, host of the podcast WTF. I'm the guy who talks to people in his garage. And now, thanks to Acast, we've unlocked more than 800 episodes of the show so everyone can listen to them for free. But if you want to access the full WTF archives, you can sign up for WTF Plus to get every episode without ad breaks and exclusive weekly bonus content. We're doing bonus interviews, listener Q&As, and even playing my stand-up. To get started, find WTF with Mark Maron wherever you listen to podcasts and click the Acast Plus link at the bottom of the show description. Sign up and start listening. All right? Do it. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.